Nous, on est la haute société. Je suis Clément Anglois, je travaille à la haute société. On a beaucoup de chance de travailler avec Botanique depuis presque 3 ans maintenant. On a une très belle feuille de route devant nous, comme Marc l'a expliqué, et on participe justement à l'incarnation de tout ça, notamment sur les canaux digitaux, puisque c'est notre ADN, on est une agence digitale. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'omnicanalité. On va sortir uniquement du spectre jardinerie, on va s'intéresser un peu plus globalement à ce qui se passe, notamment dans le retail, quand on parle de faire fonctionner les différents canaux entre eux. Et on ira juste après sur quelque chose un petit peu plus précis. On mettra la focale justement sur les premières expériences visibles en termes d'omnicanalité chez Botanique, qui sont les premiers chapitres d'une histoire qui va s'écrire sur le long terme, puisque l'omnicanalité, c'est s'adapter en permanence, notamment aux attentes des clients et à ses usages et aux canaux qu'ils utilisent. Donc par définition, il n'y a pas de fin à cette histoire. On est sur quelque chose qui se construit et qui évolue au fil de la façon dont la société évolue, dont les technologies évoluent et dont les usages évoluent. Donc ensuite on aura Karine qui nous présentera tout ça un petit peu plus du point de vue botanique, et on terminera effectivement par le SI qui est un des pivots d'une omnicanalité réussie, puisque tout est aussi fonction de faire tourner les différents canaux entre eux, et pour ça il faut qu'ils puissent communiquer ces différents canaux, et on verra un petit peu comment tout ça se passe. Ensuite on se déplacera effectivement jusqu'au magasin pour une visite orchestrée par Marc, et on reviendra ici pour partager notamment un verre autour des boissons proposées par Botanique dans son marché bio, et puis grignoter quelque chose et pouvoir discuter un petit peu de tout ça un peu plus dans le détail. Alors, où est-ce qu'on en est grosso modo quand on se parle d'omnicanalité et de retail? Aujourd'hui, tout le monde clame l'omnicanalité pour une raison simple, c'est que ça n'est tout simplement plus une option. Aujourd'hui, 87% des achats en point de vente sont précédés d'une recherche digitale. 87%, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a une énorme majorité des achats qui sont d'abord considérés sur un écran et éventuellement transformés en physique derrière. A l'inverse, et on l'a vu, c'est la complémentarité des deux médias, les achats digitaux sont à 42% précédés d'un contact physique. On a des nouveaux usages aujourd'hui qui s'appellent par exemple le showrooming. Je vais en magasin, je repère, je choisis, je valide mon choix devant le produit et je termine mon acte d'achat en ligne. Et ce que constatent les marques qui ont fait le choix de l'omnicanalité depuis quelques temps déjà, c'est que cet engagement qu'on arrive à provoquer sur plusieurs canaux, il est aussi créateur de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui est engagé sur plus de 2 canaux est un client sur lequel on arrive à avoir un ARPU, donc un revenu moyen, qui est plus important, jusqu'à 30%. Voilà. C'est une notion de fidélité, mais c'est aussi une notion de panier moyen qui passe par l'expérience, et quelque chose qui est sans couture, et ben on a plus de facilité entre guillemets, à laisser exprimer ses envies. Alors ça c'est un peu l'état des lieux. Aujourd'hui tout le monde dit oui, nous sommes omnicanaux, on travaille beaucoup là-dessus. La réalité elle est quand même relativement différente aujourd'hui. C'est loin d'être une réalité, puisqu'il y a seulement 30% des entreprises françaises qui utilisent plus de 2 canaux dans leur relation client. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde dit je suis omnicanal, et pour certains il suffit d'avoir mis un écran tactile à l'entrée du magasin pour dire regardez, on est omnicanal, c'est génial. 40% seulement, ne répondent même pas aux messages de leurs clients sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que des fois il y a des gens qui vous parlent à travers de Facebook, Twitter et les canaux que vous avez ouverts, sauf que comme il n'y a personne derrière pour répondre, bah, ils parlent à un mur. Et là je vous dis, en termes d'expérience, c'est catastrophique. Voilà, donc le marché est là, les acteurs du marché sont un peu à la traîne. Grosso modo, s'il faut faire une big picture de l'histoire. Ce qu'il ne faut surtout pas comprendre, c'est que l'omnicanalité, ce n'est pas la multicanalité. Aujourd'hui, répliquer la même expérience sur tous vos canaux, ça n'a plus de sens. Tout simplement parce que si l'utilisateur utilise différents canaux, c'est parce qu'il est à différents moments de sa vie, à différentes attentes de son parcours d'achat, donc il ne s'attend pas forcément à retrouver exactement la même chose dans tous les canaux. La multicanalité, c'est ce que font encore beaucoup de gens, c'est-à-dire avoir des canaux qui travaillent en silo. Chaque canal doit adresser la même expérience. Bam, 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 bam. Sauf que ces canaux-là, ils ne se parlent pas les uns aux autres. Et grosso modo, bah, souvent on a des ruptures, on a des manques d'ajustement, et ça marche pas toujours très bien. L'omnicanalité, c'est l'inverse. On oublie les notions de canaux et on ne regarde que l'utilisateur. Marc l'a très bien défini aujourd'hui, c'est les attentes de vos utilisateurs qui vont faire et qui doivent driver votre politique omnicanal.
Tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui on a pas mal de business différents qui sont présentés dans la salle. Chacun de vos utilisateurs a des attentes en relation avec ce qu'il veut faire avec vous, tout simplement. Donc il n'y a pas de vision monolithique, c'est pas possible. Donc en gros, nous, la façon dont on le définit au Omnicanal, mais je suis tout à fait en accord avec la façon dont ça a été fait avant, c'est de permettre et favoriser une interaction la plus continue possible entre la marque et l'utilisateur. Par continu, on entend quelque chose qui peut être sans couture, sans rupture, à travers tous les canaux utilisés par ce dernier. Ça ne sert à rien d'être sur tous les canaux. Il faut bien analyser ceux sur lesquels sont vos utilisateurs et à toutes les étapes de son expérience. C'est vraiment la continuité qui est importante également là-dessus. Donc, aujourd'hui, je fais juste pardon, qui est disparu, c'est pas grave, c'est celle-ci. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne 6 à 8 interactions précèdent aujourd'hui un acte d'achat. Donc, par interaction, on entend énormément de choses différentes. L'interaction, c'est le conseil de votre belle-mère, c'est une recherche sur Google, c'est une visite en magasin, c'est un spot radio entendu dans la voiture. C'est énormément de choses différentes, énormément de canaux différents, énormément de variétés de messages et de points de contact. Ce qui complique un petit peu la chose, c'est que pour chaque utilisateur, l'histoire, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'un acheteur d'un salon de jardin en jardinerie, un acheteur A va avoir une histoire complètement différente de l'acheteur B pour mener peut-être au même achat. Et derrière, à des usages qui suivent l'achat. Donc ce qui est très compliqué, et ce qu'on a essayé de faire, notamment nous, agence digitale, pendant des années, c'est de se dire, ok, il faut qu'on arrive à modéliser le parcours d'achat de vos utilisateurs. C'est tout simplement impossible. Je vous explique plus en détail pourquoi. Il y a Google qui a fait, mon écran, excusez-moi, Google qui a fait une analyse sur les acheteurs de voitures. D'accord, aux États-Unis, Stacy, c'est son nom, elle a acheté une voiture et donc ils ont pu modéliser un petit peu quel a été son parcours jusque du moment où elle a commencé à se poser la question de se dire j'ai besoin d'une nouvelle voiture jusqu'au moment où elle a concrétisé son achat. C'est 900 points de contact. 900 points de contact, c'est énorme. C'est un point de contact, ça part d'un clic, ça peut être je vois une pub dans mon fil Facebook, ça peut être énormément de choses. C'est sur une période de 3 mois, et grosso modo on voit que ça se découpe. Alors ça c'est 900 points de contact purement digitaux, donc vous imaginez ce qui se passe aussi dans le monde physique à côté. 139 recherches Google, elle a visionné 14 vidéos YouTube, elle a regardé 89 images, elle a regardé avec les constructeurs, elle a été sur 89 affichages de pages, etc. etc., etc. C'est monstrueux et aujourd'hui c'est impossible de se dire j'ai une matrice qui me permet d'adresser autant de points de contact, autant de variétés pour l'ensemble de vos utilisateurs. Là vous me dites on a un problème, comment on fait? Comment on fait pour s'y retrouver, comment on fait pour faire en sorte qu'on est présent à toutes les étapes de cette recherche? Et bien là, toujours Google, ils sont très forts, mais ça je vous apprends rien, ils ont réfléchi beaucoup, et ils se sont dit, ok, là où avant on réfléchissait en point de contact, en fait, est-ce que ce serait pas plus malin de se dire, je réfléchis en ce qu'ils appellent les micro-moments? Les micro-moments, c'est tout simplement, je vous prends un exemple, je suis dans ma cuisine et j'ai un doute sur la recette du guacamole, je dégaine mon portable, en 2 clics, j'ai les ingrédients, ah tiens, oui c'est comme ça, je repose mon portable, voilà, le moment il est terminé. Ça c'est un micro-moment. Et aujourd'hui, des micro-moments, on en empile plein, chacun, tous les jours, et c'est ça qui constitue nos expériences, y compris nos expériences d'achat. Donc là où c'est important de se poser les questions, c'est de se dire quels sont les micro-moments qui sont importants quand, par exemple, je dois aller acheter un sac de croquettes pour mon chat. Donc eux, ils l'ont catégorisé en 4 grandes catégories. I want to know, si on le rapporte par exemple au marché de la jardinerie, c'est tout ce qui va être, je veux savoir, je veux répondre à une question. Par exemple, quelle est la plante, quelles sont les plantes adaptées à un massif exposé plein nord au-dessus de 1000 mètres, par exemple. Ça, c'est une question très précise. Je peux la taper comme telle dans un moteur de recherche, mais je peux aussi aller voir un conseiller en magasin pour avoir cette information. Ça, c'est un micro-moment I want to know. I want to do, c'est j'ai un super massif de rosiers dans la maison que j'ai acheté, mais par contre, j'ai aucune idée de savoir comment on les taille. Okay, donc, je cherche à savoir à acquérir cette compétence de taillage de rosier. Ça peut être, je regarde une vidéo YouTube, ça peut être, je suis un cours dans une jardinerie botanique, puisqu'il y a des workshops qui sont organisés par exemple. Voilà. I want to do, je veux apprendre à savoir. I want to go, ça implique une notion de déplacement. Par exemple, toujours rapporté à la jardinerie, ce serait,
où est le magasin botanique le plus proche et à quelle heure est-ce qu'il ouvre. Voilà, ça c'est un micro-moment et je peux avoir ma réponse en quelques secondes. Si j'ai ma réponse en quelques secondes, tout va bien et je continue mon expérience, je continue ma vie. Si je prends un stop à ce moment-là, eh ben, c'est pas chez Botanique que je vais aller, peut-être que je vais aller chez celui qui m'aura amené la meilleure réponse. Le I want to buy, c'est comment je fais pour acheter, comment j'ai envie d'acheter. Aujourd'hui, je ne veux plus être contraint par une seule façon d'acheter. Il faut pouvoir, par exemple, se dire bah, je suis chez Botanique, j'ai acheté cette magnifique table de jardin avec son ensemble de 10 chaises pour accueillir ma famille nombreuse. Problème, je suis venu en vélo. Comment je fais? Donc voilà, c'est là, c'est pouvoir trouver des alternatives pour que l'achat ne s'arrête pas là pour une question logistique. Pardon. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que ça, c'est 4 grandes catégories. On peut ranger 1 million de micro-moments dans chacune des grandes catégories. Chaque marché, chaque business, chaque produit, chaque service possède ses propres micro-moments. L'important, c'est de vous poser la question de savoir quels sont ceux qui sont importants dans votre histoire. D'accord ? Alors, on prend un exemple, l'exemple de Botanique par exemple. Je veux des idées. Alors ça, c'est toujours une étude Google. Google a fait une étude qui, dans le marché de la décoration et du jardinage, c'est très anglo-saxon, ça a été mené aux États-Unis, donc c'est pas forcément réplicable au marché français, mais ça donne un bon exemple. Quels sont les moments clés de l'expérience des utilisateurs et des acheteurs de décoration et de jardinage? On a beaucoup parlé de l'inspiration tout à l'heure, c'est une réalité. Aujourd'hui, ça commence souvent par « je suis dans mon canapé, tiens, j'ai ce mur blanc moche en face de moi, qu'est-ce que j'en fais ?» Ou alors « j'ai une vue sur mon jardin qui est un peu terne, tiens, est-ce que je préparerais pas un peu la belle saison avec 2-3 idées de jardinage ?» Voilà. Donc je veux des idées. 60% des utilisateurs dégainent leur mobile. Aujourd'hui, c'est le mobile qui joue ce rôle-là en premier lieu. C'est pas forcément le mobile qui est le médium de la transformation, mais c'est souvent celui qui est le médium de l'inspiration. Donc à ce moment-là, votre rôle à vous, c'est de faire en sorte que votre contenu apparaisse. Comment on fait? On investit des cartes pour d'audience. Ça, c'est pas nouveau, c'est un peu le basique du web. On est sur les blogs, on travaille avec des influenceurs, on travaille sur des réseaux sociaux comme Pinterest, par exemple, qui sont vraiment dédiés à l'inspiration et il y a des choses comme ça. Voilà. Ensuite, c'est, j'hésite entre plusieurs produits, comment je fais mon choix? Lequel est le mieux? Et bien là, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, il y a 82% des utilisateurs de smartphones, et je pense que vous l'avez déjà tous fait dans la salle, qui ont déjà dégainé leur mobile sur le lieu de vente pour étayer leur choix. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Parce que soit on n'a pas de vendeur sous la main, soit on veut pouvoir comparer le prix chez le petit copain, alors que je suis spécifiquement physiquement chez Botanique, je vais regarder si c'est pas moins cher chez Jardin, par exemple. Ça nous étonnerait tous. C'est moins bien, attention. Et donc là, l'important c'est que la réponse, ce soit vous qui la donnez à ce moment-là. Ce ne soit pas quelqu'un d'autre. Sinon, c'est pareil, ça peut faire dériver l'utilisateur vers quelqu'un d'autre. Donc là, comment on fait? On propose des fiches produits enrichies via QR code, par exemple. C'est-à-dire que j'ai la fiche produit, j'ai le prix, et il y a un petit code à côté à scanner pour avoir plus d'infos si j'ai personne autour de moi pour me renseigner. Il y en a d'autres qui ont fait en sorte d'avoir un bouton d'appel vendeur qui géolocalise la personne dans le rayon, et tout de suite, il y a un vendeur qui peut aller à la rencontre de la personne sans que je sois moi-même obligé de courir après quelqu'un. Voilà. C'est des exemples. L'important, c'est que vous soyez présent à ce moment-là. Et le dernier point, c'est où et comment j'achète. On a parlé de la personne avec sa table de jardin et son vélo, mais typiquement, aujourd'hui, quand je viens en magasin, c'est peut-être pas forcément pour acheter. Je veux composer une wishlist, je veux enrichir un projet, enfin voilà, il y a plein d'usages possibles. Donc l'important, c'est d'offrir des alternatives. Le click and collect en étude, mais c'est pas la seule. Je peux très bien acheter en magasin, me faire livrer à domicile derrière. La wishlist, c'est j'enrichis une liste d'achat, je la retrouve tranquillement derrière dans mon canapé, je la filme, je la transforme, etc. Donc, on sort un petit peu de l'animallerie et de la jardinerie 2 minutes pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, notamment pour Quechua récemment. Ils ont les mêmes problématiques que tout le monde. On sait que Decathlon est relativement en pointe sur la partie omnicanal, mais comme je vous le disais, c'est une histoire qui s'écrit en permanence. Donc même s'ils ont un cran d'avance, ils ne se reposent pas sur leur laurier. Et nous, on a eu à travailler notamment sur un produit très iconique de chez Quechua qui est la tente 2 secondes. Vous connaissez tous, je suppose, qui est un best-seller, ils ont vendu des millions à travers le monde. Sauf que vendre des tentes dans un magasin, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que quand la tente est enfermée dans son petit sac, c'est un peu compliqué de voir ce que c'est. D'accord ? Donc, il faut pouvoir voir ces tentes-là. Aujourd'hui, chez Quechua, il y a une offre de 40 à 50 modèles de tentes différents.
Les avoir exposées toutes, c'est impossible. C'est 500 mètres carrés de magasin dédié à des tentes Quechua, c'est un village, c'est un camping dans le magasin. C'est pas possible, et surtout c'est un produit qui est très saisonnier, c'est-à-dire que en dehors de l'été, il faut pouvoir continuer à vendre de la tente, mais on veut utiliser la surface à faire quelque chose d'autre. Donc comment on fait? Nous, on a travaillé sur une bande tactile d'aide au choix, qui est un grand totem, une sorte de grand smartphone tactile, qui fait 1,50 m de haut, et qui est disposé dans le rayon tente, et qui a vocation à aider les utilisateurs dans le choix de leur tente. Je vous montre brièvement une petite vidéo qui raconte un petit peu ce qu'on a fait dans cette optique-là. Nous avons travaillé avec Quechua sur la conception, le design et le développement d'une application d'aide à la vente sur la gamme de produits tente. Le totem digital qui est présent derrière moi va permettre à tous nos clients de pouvoir retrouver l'ensemble des informations sur 100% de notre gamme tente. Ils vont pouvoir se renseigner, comparer l'ensemble des produits et s'assurer que la tente qu'ils vont choisir va correspondre à leurs besoins et à leur usage. Il faut savoir que quand les clients viennent en magasin pour acheter une tente, ils veulent l'avoir dépliée. Or malheureusement, les magasins manquent d'espace et les vendeurs manquent de temps pour à chaque fois déplier et replier la tente. Donc cette application vient vraiment pallier à ce besoin client de visualiser la tente et elle permet aux vendeurs de vendre plus de tentes tout en gagnant du temps. On va pouvoir retrouver de la vidéo, des photos en usage, ainsi que toute l'information produit nécessaire au bon choix du produit. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les points de vente physiques adoptent de plus en plus les méthodes du monde digital et cette application s'inscrit clairement dans cette tendance et vise vraiment à améliorer l'expérience client tout en générant plus de chiffre d'affaires. Les retours de nos vendeurs et de nos clients sont très satisfaisants. On va du coup pouvoir continuer à enrichir ce totem digital, ce qui va nous permettre de dupliquer cet outil dans de nombreux décathlons pour la suite. Voilà. Donc ça, on répond à un moment concrètement où l'utilisateur est un peu perdu dans son je ne sais pas si je vais réussir à passer à la slide suivante, c'est pas grave. Non, j'avance, excusez-moi. On répond à un client dans son cas d'usage précis qui est le choix du produit. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent retirer les vendeurs de leur magasin, bien au contraire, ça veut juste dire que voilà, on répond à quelque chose de précis. Seulement, le problème qui peut se poser de temps en temps, c'est que j'ai repéré la super tente dont j'ai absolument besoin, sauf que rupture de stock en magasin, problème, qu'est-ce que je fais? En général, je m'en vais. Sauf que là, on a trouvé une solution, c'est qu'on peut s'envoyer le modèle de tente sur son panier, comme Decathlon, pour le coup, sur les canaux de distribution, a une expérience qui est réelle. Je m'envoie ça sur mon mobile et je peux commander directement le produit sur le site decathlon.fr et choisir de me le faire livrer soit à la maison, soit choisir de venir le récupérer le lendemain ou le surlendemain dans le magasin Decathlon concerné. Donc voilà, c'est pas uniquement un produit qui présente un usage qui présente du produit, c'est aussi quelque chose qui permet de la transformation. Ils sont également en train de réfléchir à pouvoir faire le lien avec des applications qui permettent de faire son shopping en magasin en scannant des codes, et derrière il y a quelqu'un qui fait du picking et qui vous prépare la commande que vous retrouvez en caisse après avoir bu un café. Ce qui est intéressant juste dans ce projet-là, c'est que nous, on a travaillé dans une optique de mutualisation du code, c'est-à-dire que c'est du HTML, c'est transposable dans un site web, cette expérience-là. Donc la question « je dois trouver ma tente », on n'y répond pas que devant un totem en magasin, on pourra bientôt y répondre également sur le site de Decathlon. Une fois que j'ai acheté cette tente, pour ceux qui ont déjà vécu l'expérience de dormir dans une tente 2 secondes, je pense que tous ces gens-là savent que le nom il a été donné par rapport au montage et pas par rapport au démontage. C'est-à-dire que 2 secondes c'est le temps qu'il faut pour l'acheter en l'air et pouvoir se jeter dedans pour dormir. En revanche, quand il s'agit de la replier et de la faire rentrer dans son sac, c'est parfois plutôt 2 jours que 2 secondes. Donc concrètement, ça, Decathlon le sait, c'est un super produit, mais concrètement, il y a un petit bémol, c'est le lendemain matin qui se manifeste. Donc en gros,
Ils nous ont sollicité sur le fait de trouver une solution par rapport à ça, et c'est là que je vous dis que l'histoire elle ne s'arrête pas à l'achat et elle continue derrière. Et ben, ils ont ce problème-là, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont tellement peu chers aujourd'hui que ça devient presque du jetable. Ils ont des problèmes d'engagement environnemental par rapport à ça. Bref. Aujourd'hui, et notamment la réparation, effectivement, une tente Quechua qui a un arceau cassé, on a plutôt tendance à se dire je la mets à la poubelle, je vais en racheter une à 30 €, plutôt de démarrer une démarche de réparation. Et ça répond aussi à ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis cette petite étiquette sur toutes les étiquettes produits, donc on est très fiers d'avoir quelque chose qui aujourd'hui va être propulsé sur des millions de tentes dans le monde entier. Ça permet à l'utilisateur, en scannant toujours ce petit QR code ou en tapant cette petite URL simplifiée ici, de retrouver sur son mobile la vidéo qui lui permettra de comprendre comment replier sa tente. C'est très important de se dire il ne faut pas qu'il ait à chercher son modèle de tente derrière. On tombe tout de suite sur les bonnes informations. On a accès à un catalogue de pièces détachées, à des tutoriaux pour éventuellement réparer un accroc dans la toile, etc., etc. Donc là, on enrichit le produit d'une expérience post-achat au travers d'un dispositif digital. Donc en bref, nous ce qu'on peut vous conseiller en tant qu'agence, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours dans la façon de construire une belle expérience omnicanal, il y a 3 piliers à garder en tête en permanence. La première, et ça c'est vraiment fondamental, c'est penser utilisateur. Sortez de votre posture, essayez de vous glisser dans la peau de vos utilisateurs au quotidien. Reconnaissez-le le plus souvent possible. La notion de personnalisation, c'est extrêmement important dans la qualité de la relation. Il n'y a rien de plus exaspérant de devoir expliquer plusieurs fois de suite à chaque fois son problème en fonction des différents interlocuteurs qu'on a dans une marque. Trouver des moyens de faire en sorte qu'il soit reconnu à chaque fois qu'il a un point de contact avec vous. Adaptez-vous à lui et non l'inverse, on l'a dit, facilitez la conversation. Aujourd'hui, on n'est pas dans des canaux omnidirectionnels. On doit pouvoir discuter, répondre, demander leur avis aussi, hein, ça c'est très important. Aujourd'hui, vous n'êtes pas qu'une banque d'informations, vous pouvez poser la question à vos utilisateurs de savoir si la qualité de l'expérience est satisfaisante. On est dans le dialogue et dans la qualité de la relation. Additionner les canaux de façon intelligente. On a dit l'objectif c'est pas d'être partout, c'est d'être là où vos utilisateurs jouent quelque chose, sans répliquer les approches. Décloisonner, prenez du recul pour avoir cette vision d'ensemble le plus possible. Priorisez. Vous n'arriverez pas à répondre à tous les points de contact tout de suite. Répondez au plus important au début. Pensez plutôt sous forme de moments, on l'a vu. Plein de petits moments constituent une expérience individuelle. Répondez-y avec pertinence et valeur ajoutée, toujours amener de la valeur ajoutée. Via des bons contenus, via les bons services, via la bonne qualité, la bonne approche. Et ensuite, c'est la pensée directionnelle. C'est-à-dire que chaque point de contact aujourd'hui, son rôle, c'est d'amener au point de contact suivant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas de cul-de-sac. Aujourd'hui, quand on a une prise de parole quelque part, doit systématiquement figurer une passerelle vers le point de contact suivant. Et ainsi de suite jusqu'à l'acte d'achat, et ainsi de suite jusqu'à la bonne utilisation du produit. Voilà. C'est des chapitres qui doivent pouvoir s'enchaîner. Voilà. J'en ai terminé. Si vous voulez, on aura du temps tout à l'heure pour échanger un peu plus dans le détail sur tout ça. C'est très succinct, j'en suis conscient.